Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour donc ces premières rencontres Aquachiara, donc qui seront consacrées aujourd'hui aux usages du plastique, notamment en restauration. Alors je vous présente tout d'abord Fanny. Fanny, tu me compléteras si j'oublie des choses. Donc tu es présidente et cofondatrice d'Ecotable. Tu es maître de conférence à l'université Paris 13. Et Ecotable, c'est donc un label qui garantit les restaurants éco-responsables. Ouais, alors je vais te compléter quand même. Ecotable, c'est plus qu'un label. En fait, on a développé 3 outils qui ont un même but qui est de réduire l'empreinte écologique du milieu de la restauration. Donc on a développé un label pour permettre au grand public d'identifier les restaurants éco-responsables. Ici, on est chez Anona, par exemple, dans le 17e arrondissement, qui est labellisé Ecotable. Ça veut dire qu'ils nous ont donné les factures, on a analysé leurs pratiques, on a vérifié qu'ils répondaient à un cahier des charges. Le deuxième outil d'Ecotable, c'est un réseau de prestataires, donc des agriculteurs, des éleveurs, des sociétés de recyclage, comme Pixo pour l'être par exemple, que l'on met à disposition des restaurants pour qu'ils sachent avec qui ils peuvent travailler et améliorer leurs pratiques. Et le troisième outil, c'est de la formation et du conseil pour justement réduire son empreinte et connaître tous les enjeux de l'éco-responsabilité. Que les restaurateurs puissent s'améliorer et éventuellement accéder au label, j'imagine. Oui, tout à fait. Très bien. Ensuite, Thibaut Spivak, donc tu es restaurateur et chef du restaurant Anona, qui nous accueille gentiment aujourd'hui. Et donc on t'a choisi parce que tu es justement un restaurateur, d'une part labellisé Ecotable, mais par ailleurs connu pour ton engagement. Tu es un chef engagé, comme on dit, et pour toi, pour ce que j'en sais, l'environnement est important. Oui, tout à fait, c'est très bien résumé. Merci. Parfait. Benjamin Perry, donc tu es cofondateur de Pixo, qui est une société qui s'occupe de d'aider les restaurateurs à se débarrasser des déchets. Tout à fait, des emballages jetables, notamment lorsqu'il y a de la vente à emporter ou de la livraison, pour les remplacer par des emballages réutilisables, c'est ça. Donc aujourd'hui, on va parler des plastiques. On va commencer par des généralités. Aujourd'hui, le plastique est très décrié, il est pointé du doigt pour ses méfaits sur l'environnement. Pourquoi, alors qu'on produit autant de plastique, qu'il a autant d'importance dans notre vie, est-ce qu'aujourd'hui on est ainsi vent debout contre le plastique, Fanny ? Pourquoi on est vent debout pour le plastique ? Parce que c'est une catastrophe absolument et écologique et sanitaire. Vous avez parlé que de l'impact environnemental, mais c'est une question qui se pose aussi d'un point de vue de la santé, parce qu'on va sûrement en parler, mais le plastique n'est pas recyclable à l'infini, et tout le plasticule se dégrade sous forme de microplastique. Donc même le plastique qui finit par être incinéré parce qu'on ne peut pas le recycler, on retrouve des microparticules dans les pôles, on va en retrouver très loin de l'endroit où a été produit ce plastique, où il a été utilisé. Ce qui pose des questions parce qu'on se retrouve dans notre corps avec des microparticules de plastique, qu'on en trouve dans les sols des microparticules de plastique, qu'elles contaminent l'environnement de manière générale, qu'elles entraînent une acidification des océans, ce qui rend difficile tous les bénéfices écosystémiques des océans, notamment la captation du CO2 et l'oxygène que nous rend les océans. Donc c'est une vraie difficulté environnementale quand on sait le nombre de plastiques qui sont créés et utilisés tous les jours, alors que ces plastiques ne pourront pas correctement se biodégrader dans la nature. Donc l'impact du plastique, il se retrouve dans les océans, essentiellement. Partout. Mais pas que. Partout, dans les océans, dans la terre, dans l'air, dans votre corps, dans le mien. Thibaut, toi, pourquoi tu cherches à éliminer le plastique ? Pour les mêmes raisons que Fanny, on a conscience de ça. Il y a quand même une quantité de plastique énorme qui rentre dans les restaurants et qui repartent, que ce soit des emballages de légumes ou des choses comme ça. Donc on avance doucement vers, pareil, tout ce qui va être les bouteilles en plastique pour boire un jus de fruits, des choses comme ça, c'est énorme. Il y en a énormément dans la restauration. On peut se remplacer par le verre, mais c'est toujours pas parfait. Par exemple, nous, au restaurant ici, on a tout supprimé, on n'a aucun contenant, on fait tous nos jus nous-mêmes pour éviter ça. Mais par contre, c'est sûr qu'il y a des difficultés après sur des produits qui sont plus difficiles à remplacer ou parce qu'il n'y a pas encore les moyens, parce que les coûts sont énormes. Donc il y a plein de choses comme ça. C'est un travail, je pense, qui se fait sur plusieurs années et qu'il faut trouver tous des solutions. Alors, on considère qu'il y a 9% du plastique qui est recyclé. C'est pas lourd. Non. Donc ça veut dire que qu'advient-il des 91 autres pourcents ? Eh ben, on les retrouve justement dans la nature. Et on sait que le plastique met 450 ans pour se dégrader. Et se dégrader pas jamais complètement.
sous forme de micro et nanoparticules qui posent peut-être encore plus problématique parce qu'on ne sait pas du tout comment s'en débarrasser derrière. Oui, absolument. C'est encore pire parce que justement, on ne peut pas les attraper, les microparticules. Alors, il y a aussi des effets délétères sur la santé, hein, tu l'évoquais tout à l'heure, hein, c'est tout l'aspect des effets perturbateurs endocriniens des plastiques, notamment des PET. Qu'est-ce que tu en dirais ? Alors la première source de perturbateurs endocriniens, c'est pas le plastique, c'est les pesticides. Mais le plastique est en effet en bonne position aussi. C'est aujourd'hui une vraie problématique de santé publique. Pourquoi ? Parce que les perturbateurs endocriniens, ils ont un effet mutagène, c'est-à-dire qu'ils vont modifier notre ADN et on va transmettre ces mutations à nos enfants qui vont les transmettre à nos petits-enfants. Donc on n'a aucune conscience de ce que ça peut impacter sur les générations futures. Et ça entraîne à court terme des problèmes de cancer, des problèmes de diabète, de maladies auto-immunes qui se développent aujourd'hui. Donc la question des perturbateurs endocriniens, elle se pose auprès des décideurs publics. L'Union européenne a essayé de réguler et c'est pas fait, mais c'est absolument une question qui doit être cruciale aujourd'hui. Oui, c'est en cours, hein, parce que quand même il y a un certain nombre. Les bisphénols A, par exemple, ont été supprimés, qui existaient dans les biberons des enfants. C'est ça. Benjamin ? Peut-être juste une précision, c'est qu'effectivement, en fait, ce qui va venir perturber le corps humain, c'est généralement les additifs qu'on met avec les plastiques pour les stabiliser. C'est-à-dire pour qu'ils aient la bonne couleur, pour qu'ils aient la bonne texture, pour qu'ils aient la bonne durabilité. Donc les bisphénols, les phtalates, etc. Donc les industriels aujourd'hui essayent de se passer de ces additifs. La question qui émerge dans ce cas, c'est par quoi ils les remplacent. Est-ce que c'est d'autres matériaux qu'on n'a pas encore détectés qui vont avoir un impact négatif ? Est-ce que c'est possible de remplacer ces additifs ? Oui, tout à fait. Dans ce qu'on appelle les bioplastiques, alors qu'est-ce que ça veut dire bioplastique ? Un plastique, ça a pris un terme un peu générique dans l'esprit public, mais un plastique, c'est avant tout un état de la matière. C'est-à-dire que c'est une matière qui est constituée de très grandes molécules qu'on appelle des polymères et qui s'agencent entre elles pour faire un matériau. Il se trouve que ces polymères, c'est pas simplement quelque chose qu'on trouve dans les pétroles, qui sont issus de pétrole, notamment vos cheveux, la tige d'une plante, tout ça, ce sont des polymères, donc ça existe dans la nature. Le principe des bioplastiques, c'est d'essayer de se passer de la ressource primaire qu'on utilise pour faire ça, qui est le pétrole, utiliser des matériaux naturels pour recréer ces polymères, tout en gardant toutes les propriétés techniques en fait, qu'on a avec les plastiques pétrosourcés. Et l'avantage en innovant dans ces domaines des bioplastiques, c'est qu'on peut trouver des matériaux additifs naturels aussi, comme le talc, les huiles, les coquilles d'huîtres aussi qui sont utilisées, qui sont ajoutées du coup à ce matériau et qui effectivement lui donne sa stabilité, lui donne ses couleurs, lui donne toutes les choses que les bisphénols ou les phtalates pouvaient apporter. Donc en fait, on peut utiliser des matériaux naturels pour retrouver des plastiques normaux. C'est juste des questions d'innovation. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est le 7e continent. Ça va un peu avec ce qu'on a dit, qui est que comme le plastique n'est pas recyclable à l'infini et qu'il va en microparticules et en nanoparticules, c'est ça le 7e continent. C'est pas un endroit où on a des brosses à dents, où on a des bouteilles d'eau et on pourrait les ramasser. C'est un endroit où il y a tellement de microparticules qui se sont agglomérées qu'on a quelque chose de la taille d'un continent et qui est tellement petit qu'on ne peut pas le filtrer de l'eau. C'est ça qui est particulièrement effrayant. Ouais. Et c'est un endroit où il y a quand même des animaux marins. Évidemment. Il y a quand même des animaux marins qui sont susceptibles d'ingérer tout ça. Oui, et de s'empêtrer dans le plastique. Et on considère que 99% des animaux sur l'année auront ingéré justement des microplastiques. En fait, ça a été très long comme processus, mais ça a infecté toute la chaîne alimentaire. Ça va partir effectivement des océans où il va y avoir ces plastiques qui vont commencer à se décomposer et tomber en microparticules, qui vont être mangés par des poissons, qui vont être mangés par des hommes, qui vont être mangés par des animaux, et du coup on en retrouve sur toute la chaîne de valeur, et c'est ça qui fait qu'on commence à avoir une accumulation effectivement dans notre propre corps, quoi. Sans parler de la question, on en parlera plus tard, mais du compostage de plastique, soit plastique PET, soit plastique PLA, qui pose aussi question en termes de dégradabilité dans les sols et derrière ingestion des aliments qui sortent de ces sols. Il y a un phénomène qui est assez étrange sur le plastique à usage unique, notamment pour les emballages. C'est que finalement, on est arrivé à un stade dans notre société où on trouve plus simple d'aller forer le sol, extraire du pétrole, le trimballer jusqu'à une raffinerie, le raffiner, le transformer, l'envoyer à un autre endroit pour fondre un plastique, par exemple un couvert à usage unique en plastique, l'expédier en Europe pour qu'il soit utilisé, mangé, jeté, puis incinéré, plutôt que prendre une fourchette potentiellement en inox, l'utiliser et la nettoyer.
Et ça, c'est assez hallucinant qu'on en soit finalement arrivé là avec une chaîne de transformation qui est hyper longue pour le plastique, avec effectivement un résultat qui finit généralement par de l'incinération, alors que finalement des solutions réutilisables, d'autres solutions existent et sont tombées en désuétude. Très bien dit. Effectivement, c'est très bien dit. L'explication de ça, c'est probablement le business model qui est derrière tout ça. Tout à fait. L'explication, c'est que le plastique a quand même beaucoup d'avantages. C'est qu'en tant que matériau, il est très peu onéreux. Et du coup, pour tous les usages jetables, justement, ça permet d'avoir la fourchette plastique dont je parlais. Elle coûte moins de 1 centime aujourd'hui à l'achat. Donc forcément, c'est quelque part très pratique et facile, notamment pour un restaurateur qui va faire de la vente à emporter, d'intégrer ce moins de 1 centime dans le coût de vente du produit final. Et puis après, laisser à son client le droit de le jeter dans la poubelle. C'est beaucoup plus simple que d'imaginer ce retour de la fourchette à inox, où du coup, qui possède la fourchette à inox? Si je suis restaurateur et que je la possède, il faut qu'on me la ramène. Si c'est le client qui doit venir avec, c'est compliqué. Et du coup, c'est clairement la facilité du plastique jetable qui l'a poussé aujourd'hui autant dans notre société, notamment dans la restauration. Et ces difficultés sont celles que tu rencontres chaque jour, évidemment. Tous les jours, oui, et qu'on essaye de combattre. Tout en évitant de ramener de la complexité. Donc c'est tout l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui on a acquis une facilité avec le jetable. Les gens ont du mal à revenir en arrière sur la facilité. Donc c'est comment on fait pour innover et faire en sorte que le réutilisable retourne au réutilisable tout en gardant cet aspect facile qu'avaient les emballages plastiques, notamment jetables. Le cœur du cœur de ces difficultés, c'est justement un des plus grands méfaits peut-être des plastiques. Bien, dans le prochain épisode, on va voir comment ça se traduit plus précisément en restauration. Merci à tous. Merci. Merci.